Jocelyn Bourassa, ben oui, professeur d'histoire-géographie, vous me reconnaissez? Ben on fait des capsules vidéo, ben oui, mais là on va en faire une sur quoi? Sur le secondaire 2 en histoire, le module 3B, la Révolution française. Dans la première partie, on va commencer par situer c'est où ça, la France? Bon, vous allez me dire, c'est en Europe, on sait c'est où, c'est pas grave, on va situer ça en Europe par rapport au Québec, chez nous. Alors, il est important de situer la France. Alors, la France est en Europe, comme c'est écrit ici. Par rapport au Québec, on voit que l'océan Atlantique sépare l'Amérique de l'Europe. On a l'Afrique ici qui est séparée par la mer Méditerranée. Et on voit ici les pays qui entourent la France. Donc, la France étant ici. Alors, on voit l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Des pays qui ont des frontières terrestres, si vous voulez, avec la France. On a ici l'Angleterre, mais elle n'est pas collée dessus. On va maintenant aller voir les ordres. C'est quoi ça des ordres? C'est des groupes sociaux, vous allez voir, c'est facile. En France, eux autres, ils appelaient ça les ordres. Malgré l'essor urbain, qui veut dire la naissance des villes à la fin du Moyen Âge, à cette époque-là, la France continuait d'être complètement un monde rural. Bon, oui, il y avait la ville de Paris, on va voir Louis XVI et son épouse Marie-Antoinette, ainsi que toute cette noblesse-là qui va vivre à Versailles. Vous allez dire, ouais, c'est pas vraiment campagne. Vous avez raison, mais on avait quand même 80% de la population de France qui vivait à la campagne. Alors, quels sont les trois ordres, les trois groupes sociaux super importants ici? Les ordres sont donc la noblesse, le clergé, donc les gens de l'Église, et le tiers-État, qu'on pourrait dire la population en général. Au fil des siècles, de nouveaux groupes sociaux vont se former. Alors, vous pourrez regarder ça ici. Alors, les citadins, c'est les gens qui vivent à la ville, pas très nombreux, 20% seulement. Les ruraux, 80%, donc les gens à la campagne. Fait que vous pourrez regarder ça. Mais ce qui est vraiment important, c'est ça ici. Les trois ordres, noblesse, clergé, tiers-état. Ici, c'est plus pour la connaissance générale. On voit cette photo-là qui est une photo super populaire en France. Alors, le tiers-état, c'est comme si c'était le tiers-état, les pauvres gens. Donc, ici, on a mis une personne âgée, mais ce n'est pas nécessairement une personne âgée, qui travaille à la ferme, qui est un agriculteur, une personne de la campagne, et qui supporte, encore là, c'est imagé, mais supporte le poids du clergé et de la noblesse. Alors, le clergé et la noblesse avaient tous les droits, alors que les pauvres membres du tiers-état devaient veiller, devaient payer constamment des impôts aux deux groupes supérieurs. On va maintenant parler, parce que là, on veut se rendre vraiment à la monarchie de Louis XVI et Marie-Antoinette, mais pourquoi ça a été compliqué, leur vie à eux autres? C'est à cause de leur ancêtre. Louis XIV, c'est le premier roi qu'on appelait le roi Soleil, vous allez voir, je l'explique super bien, mais lui, il va y aller avec un ensemble de façons de procéder qui fait en sorte que ça va mettre dans le trouble tous les autres rois et reines qui vont suivre. Allons-y. La montée en puissance de la France concernant la monarchie, ce qu'on va appeler la monarchie absolue, qui est un concept super important. On va le voir plusieurs fois dans l'année et vous allez aussi le voir en secondaire 3 lorsque la France va découvrir ce qui deviendra la Nouvelle-France et qui vont établir des gens ici. Éventuellement, on parle de monarchie absolue. C'est tout d'abord Louis XIV, ici, qui va vraiment développer ce concept-là, ce concept absolutisme, hein, c'est comme un synonyme avec la monarchie absolue, qui lui désirait régner en maître sur la France à seulement 22 ans lorsqu'il est devenu roi. Il va être roi pendant 72 ans. Hein? Il devient l'héritier du royaume à 5 ans. On s'entend que c'est pas lui qui gérait. Hein? Il y avait des gens qui géraient à sa place jusqu'à ce qu'il soit capable. Mais dans les faits, sur papier, il a été roi pendant 72 ans. La monarchie absolue, l'absolutisme, c'était très présent dans son règne. Pour exprimer sa toute-puissance et son rôle central dans l'État, et c'est fou, hein? Il ne se prenait pas pour n'importe qui. Il avait décidé, lui, de prendre le soleil comme emblème. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se faisait appeler le roi soleil. Et lorsqu'on parle de monarchie absolue, ben c'est ça ici. Quiconque est né sujet, donc les habitants de la France,
devait obéir sans discernement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne jamais critiquer, ne jamais penser plus loin. Si le roi Louis XIV donnait une consigne, le roi Soleil, alors qu'est-ce que les gens devaient faire? Ils devaient obéir, c'était pas plus compliqué que ça. C'est pour ça qu'on appelle ça la monarchie absolue. Il devait absolument obéir et lui, il avait absolument raison. Hein? C'est vraiment fou. Alors, toujours selon lui, il disait que c'était Dieu qui en voulait ainsi. C'est Dieu qui avait décidé ça. C'est pour ça qu'on va aussi parler du droit divin. Alors, le droit divin, c'est j'ai le droit de tout faire parce que Dieu le veut. Donc, je suis votre roi. Vous devez obéir à la monarchie absolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, les successeurs de Louis XIV vont continuer de régner de cette façon. C'est pour ça que lorsqu'on va arriver avec Louis XVI et Marie-Antoinette, on va voir, ben voyons donc, pourquoi ils font ça, ça n'a pas de bon sens. Et pourtant, ils le faisaient à cause de leur ancêtre, Louis XIV, le roi Soleil. Maintenant, Louis XV. Louis XV, qui est le grand-père de Louis XVI, qui va rien faire pour arranger les choses. Alors, on s'entend que Marie-Antoinette et Louis XVI, éventuellement, vont avoir aussi beaucoup de difficultés à s'adapter. Louis XIV va mourir, hein? Toute bonne chose a une fin dans la vie. Quand Louis XV, qui est l'arrière-petit-fils de Louis XIV, ça remonte à loin, les gens n'étaient pas chanceux, ils mouraient rapidement. On a vu Louis XIV, bon, lui, il est mort à 77 ans, ce qui est un très bon âge à cette époque-là. Il est mort d'une infection grave à la jambe. Son fils, qui s'appelait Louis de France, est mort, lui, à 50 ans d'un AVC. Son petit-fils, qu'on a aussi appelé Louis de France, est mort à 30 ans de la rougeole. Mais avant de mourir, il a eu le temps d'avoir un fils qui va être Louis XV. Alors, Louis XV, lui, il va se faire surnommer le bien-aimé. Au départ, les gens l'aimaient. Par contre, il avait un caractère libertin. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup les femmes. Donc, il y avait les mœurs légères, on se comprend. Il va avoir plusieurs aventures, dont celle avec qui s'est nommée Madame du Barry. Donc, ça, c'était une femme qui avait pour fonction de faire plaisir au roi Louis XV. C'est donc une prostituée, on s'entend. Le peuple et son entourage rapproché va être un peu embarrassé par toute cette situation-là de Louis XV et de Madame du Barry. Ça aussi, ça va créer un conflit avec Marie-Antoinette qui va y refuser de lui parler pendant longtemps. Maintenant, on va voir justement là, le fameux décorum de Louis XIV, là, l'étiquette que ça s'appelait. Là. On va voir c'est quoi ça au juste. À Versailles, il y avait une forte étiquette qu'on appelle aussi un décorum. Qu'est-ce qu'un décorum? C'est un ensemble de règles à observer et à respecter dans la société. Alors, les gens payaient pour venir voir manger le roi et la reine. Les gens assistaient aussi à l'accouchement. C'était dans les mœurs. Les mœurs, ça veut dire, c'était quasiment écrit que c'était comme ça. Mais ça devenait tellement étouffant qu'on va voir que Marie-Antoinette, à un moment donné, ne sera plus capable de ces règles-là. Encore, ces règles-là avaient été imposées par Louis XIV. Alors, ses successeurs, Louis XV, va faire pareil. Et lorsqu'il va mourir, ben, Louis XVI et Marie-Antoinette vont monter sur le trône. Ça veut dire qu'ils vont devenir roi et reine. Et ils sont comme pris à respecter tous ces ensembles de règles-là. Louis XV va avoir 10 enfants. Il était prospère, hein? 2 garçons. Louis-Auguste deviendra Louis XVI. Alors là, ça peut sembler compliqué, mais dans le fond, Louis XVI, son grand-père était Louis XV, étant donné que son père est décédé à 36 ans seulement. Donc, Louis-Auguste devient Louis XVI parce qu'il remplace Louis XV, hein, qui est décédé en 1774. 64 ans, c'est quand même pas si mal pour l'époque, de la variole. C'est sous Louis XV que la guerre de 7 ans entre la France et l'Angleterre va avoir lieu. Il faut voir dans le chapitre précédent de la Révolution américaine. La France va sortir fragilisée de cette guerre-là. Louis XV, et son influence de son secrétaire d'État fait en sorte qu'ils vont y aller avec une alliance avec l'Autriche. Pour se méfier de la Grande-Bretagne, l'Angleterre, il va y avoir des discussions imaginées pendant 4 ans avec Marie-Thérèse d'Autriche. La France veut créer une alliance avec l'Autriche. Et maintenant, on arrive vraiment sur Louis XVI et Marie-Antoinette.
leur règne qui a été ponctué vraiment de difficultés. Il y a eu des bons moments, pas beaucoup, plus de difficultés et ça va mal se terminer. En effet, les deux vont être guillotinés. Ben, c'est pas un punch, là, c'est pas un film, c'est une capsule d'histoire. Alors, on s'en va voir Louis XVI et Marie-Antoinette. Alors, la jeune Marie-Antoinette, 14 ans seulement, 15e et avant-dernier enfant de Marie-Thérèse, l'archiduchesse d'Autriche, a épousé le futur roi de France, Louis-Auguste, comme j'ai dit tantôt, qui deviendra Louis XVI. Le mariage entre les deux est vraiment pas de tout repos. Au début, elle était acceptée par les Français, elle était aimée, tout allait bien. Par contre, le peuple de France va devenir inquiet de l'absence de descendance. Donc, ils n'ont pas d'enfants. Ça va prendre énormément de temps avant que Marie-Antoinette et Louis-Auguste, donc Louis XVI, aient des enfants. Pourtant, ils s'étaient mariés en 1770. Ça va prendre 8 ans. Donc, en 1778, pas de farce. On prétend que le roi était malhabile. La princesse au départ et la reine, donc lui qui était prince au départ, qui deviendra roi, tentait le tout pour le tout. Hein, elle voulait vraiment et elle avait une énorme pression de sa mère Marie-Thérèse pour que l'alliance soit officialisée. Ça prenait un enfant. Ce n'est qu'en 1778 que la jeune Marie-Thérèse Charlotte, hein, probablement à l'honneur de sa grand-mère qui s'appelait Marie-Thérèse, va voir le jour. Elle va vivre longtemps quand même, hein? Presque 73 ans, à 72, parce qu'elle meurt avant sa fête. Malgré ce premier enfant, ben, c'était pas un garçon, et à l'époque, ça prenait presque un garçon pour vraiment officialiser. C'est pas presque, ça prenait un garçon. Le peuple français est irrité, ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont fâchés par les nouvelles provenant de Versailles à l'endroit de Marie-Antoinette et Louis-Auguste. De la façon qu'ils vivaient, Marie-Antoinette dépensait énormément et en plus, elle s'impliquait dans les décisions politiques, ce qui était vraiment pas bien vu. Premièrement, à cette époque-là, c'était une femme. Deuxièmement, c'était une Autrichienne. Alors, on voit ici le château de Versailles. Et là, c'est pas tout. Non seulement on l'accusait de dépenser, de s'occuper de politique, mais en plus, il va y avoir des rumeurs de libertinage et d'adultère. Ce que ça veut dire, c'est de tromper son conjoint avec le comte de Fersen. Ça n'a jamais été prouvé, mais il y a des gens qui ont vraiment cru ça. Et beaucoup de personnes étaient fâchées de ça. Les habitants de Paris, entre autres, qui étaient très pauvres. On avait une grosse crise économique, grosse crise dans les récoltes en raison d'hiver qui avait été froid. Le peuple de Paris a aimé que le couple royal, Marie-Antoinette et Louis XVI, soit plus présent pour eux. Malgré ça, la reine et le roi ont continué de vivre à Versailles, ce qui a fait en sorte que le peuple était de plus en plus irrité, de plus en plus fâché. Ils vont avoir 3 autres enfants. On a vu Marie-Thérèse tantôt. Ils vont donc avoir Louis-Joseph Xavier François, qui va mourir très jeune d'une fièvre causée par des problèmes reliés aux vertèbres du dos. On va avoir Louis-Charles qui va mourir en 1795 de péritonite, une infection grave du tube digestif et des intestins. Et la pauvre jeune Sophie-Béatrice qui ne vivra même pas une année, morte de tuberculose, ce qui est très dommage. Et voilà, c'est déjà terminé. Oui, ça me pique sur le front. J'espère que vous avez aimé ça. On se revoit dans une prochaine capsule. À la prochaine. Bye bye.